Le jour où la tendance démographique espagnole a commencé à s'inverser et pourquoi personne ne l'a remarqué fin mars, c'était un mardi calme lorsque le gouvernement Six a publié son dernier informe sobre la évolution de la population musulmana en Espagne, le rapport annuel sur la population musulmane du pays. Les gros titres, s'ils parurent, étaient « La communauté musulmane croît de 3,2% en 2023, tirée par l'immigration et des taux de natalité plus élevés ». Quelques médias ont évoqué les sujets de discussion habituels, les défis d'intégration, la montée des bouchers halal à Madrid, la controverse occasionnelle sur la construction de mosquées en Catalogne. Le Parti socialiste ouvrier de Six a publié une déclaration réaffirmant son engagement en faveur de la convivencia, l'idéal chéri de la coexistence multiculturelle. Comme prévu, le parti d'extrême droite Vox a mis en garde contre une islamisation et a exigé des contrôles plus stricts de l'immigration. Et puis, comme sur des roulettes, l'histoire a disparu du cycle de l'actualité. Mais voici ce que personne n'a pris la peine de faire. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? J'ai passé les 2 dernières décennies à suivre les évolutions démographiques en Europe, non pas parce que j'éprouve une fascination morbide pour le déclin culturel, mais parce que la démographie est le moteur silencieux de la géopolitique. Ils façonnent les économies, déterminent le recrutement militaire, redéfinissent les cartes électorales, et plus important encore, modifient l'équilibre des pouvoirs entre les civilisations. Et ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas seulement une histoire d'immigration ou de conversion religieuse. Il s'agit des premières étapes d'un réalignement profond et déterminant pour une génération, susceptible de remodeler l'identité de la péninsule ibérique, ses alliances et sa place dans l'ordre mondial du XXIe siècle. Laissez-moi vous dire pourquoi cela compte plus que vous ne le pensez. Le fonctionnaire ce qu'ils veulent que vous croyiez si l'on se fie au rapport du gouvernement Six, aux grands médias ou même à la plupart des analyses universitaires, le constat est que la population musulmane d'Espagne est en croissance, mais il s'agit d'une tendance gérable, voire bénéfique. Les chiffres semblent rassurants à première vue. Selon l'Observatorio Andalusie, l'Espagne comptait un peu plus de 2,5 millions de musulmans en 2023, soit environ 5,3% de la population. C'est une augmentation par rapport à 1,8 million en 2010, mais cela reste bien en dessous de la France ou de l'Allemagne. Le gouvernement souligne une intégration réussie dans des villes comme Barcelone et Valence, où les mosquées fonctionnent ouvertement, la nourriture halal est largement disponible et le dialogue interreligieux est encouragé. Le Premier ministre Pedro Sánchez a souligné à plusieurs reprises que la communauté musulmane espagnole fait partie intégrante de notre société, et que les valeurs laïques et pluralistes du pays prévaudront. Les médias, pour leur part, ont tendance à présenter cette situation comme une histoire de 2 extrêmes. D'un côté, il y a les alarmistes Vox, certains intellectuels conservateurs et une poignée de populistes européens qui préviennent que l'Espagne sombre dans un avenir où la charia remplacerait la Constitution. De l'autre, il y a les optimistes la gauche, les ONG, les technocrates bruxellois qui soutiennent que la population musulmane d'Espagne n'est qu'une communauté d'immigrés parmi d'autres, pas différente des latino-américains ou des Européens de l'Est arrivés au cours des décennies précédentes. La vérité, insiste-t-il, réside quelque part dans un processus lent et organique de mélange culturel, où l'islam devient juste un autre fil dans la riche tapisserie espagnole. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas seulement incomplet, c'est activement trompeur. Déconstruire ce qui est caché, ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2,5 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte les immigrés sans papier, les convertis de la 2e génération qui ne s'identifient plus au catholicisme nominal de leurs parents, ni le nombre croissant de siars, en particulier les jeunes qui se convertissent à l'islam en dehors des communautés d'immigrants traditionnelles. C'est ici que cela devient intéressant. L'Instituto Nacional de Estadística ne tient pas compte de l'appartenance religieuse dans son recensement, mais des études indépendantes suggèrent que le nombre réel de musulmans en Espagne pourrait être plus proche de 3,5 millions, voire plus. Un rapport de 2022 du Real Instituto Elcano a révélé que si seulement 2,6% des siars se sont identifiés comme musulmans dans les enquêtes, le nombre de personnes assistant aux prières du vendredi dans les grandes villes a augmenté de 40% depuis 2015. Cette divergence n'est pas le fruit du hasard.
Cela suggère que de nombreux musulmans en Espagne, en particulier les convertis, soit ne sont pas comptabilisés, soit minimisent délibérément leur identité religieuse dans les enquêtes officielles. Mais la tendance la plus frappante n'est pas seulement la croissance de la population musulmane, il s'agit plutôt de savoir qui l'a conduit. Pendant des décennies, la communauté musulmane espagnole était majoritairement composée d'immigrés marocains et de leurs descendants. C'est toujours vrai, mais ce qui est nouveau, c'est qu'un nombre croissant de siars natifs des personnes sans origine immigrée, souvent issues de la classe moyenne, voire de familles aisées se convertissent à l'islam. Et ils ne le font pas tranquillement. En 2021, la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica a rapporté que le nombre de convertis à Sich avait augmenté de 300% depuis 2010. Ce n'est pas une faute de frappe. 300%. Dans des villes comme Grenade, Cordoue et Séville, des lieux aux profondes racines historiques islamiques, les taux de conversion sont encore plus élevés. Une étude réalisée en 2023 par l'Université de Grenade a révélé que près de 15% des nouveaux convertis avaient moins de 25 ans et que la majorité étaient des femmes. Ce n'est pas seulement un phénomène marginal. C'est un changement de génération. Alors pourquoi cela se produit-il ? L'explication officielle est que les jeunes siars sont attirés par la spiritualité de l'islam dans une société de plus en plus laïque. Cela en fait partie, mais ce n'est pas toute l'histoire. Les raisons les plus profondes sont bien plus géopolitiques. Il y a d'abord la crise de l'identité européenne. L'Espagne, comme une grande partie de l'Occident, souffre d'un profond malaise culturel. Les vieilles certitudes, le christianisme, le nationalisme, l'ordre libéral de l'après-Seconde Guerre mondiale s'érodent. Pour les jeunes désillusionnés par le capitalisme, le consumérisme et les promesses creuses du libéralisme tardif, l'islam offre une alternative. Ce n'est pas seulement une religion, c'est un contre-récit qui rejette l'individualisme occidental en faveur de la communauté, rejette le matérialisme laïque en faveur de la discipline spirituelle et rejette le relativisme moral de l'Occident moderne en faveur de la vérité absolue. Deuxièmement, il y a l'influence des réseaux islamiques mondiaux. La situation stratégique de l'Espagne au carrefour de l'Europe et de l'Afrique du Nord, avec des liens historiques profonds avec le monde musulman, en fait une cible privilégiée pour la projection d'une puissance douce. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous investi massivement dans les mosquées siches, les centres culturels islamiques et les programmes de bourse. La Mesquita de Cordoue, l'un des sites islamiques les plus importants d'Europe, est devenu le point focal de cette influence. En 2022, le gouvernement saoudien a financé une rénovation de 12 millions de dollars de la collection d'art islamique de la mosquée, une mesure présentée comme une préservation culturelle mais largement considérée comme une tentative de réaffirmer l'influence islamique en Andalousie. Troisièmement, et c'est le plus important, il y a la dimension géopolitique. La communauté musulmane d'Espagne n'est plus seulement une question intérieure, c'est un champ de bataille dans la lutte plus large entre l'Occident et le monde multipolaire émerge. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La géopolitique, comment le changement musulman en Espagne s'inscrit dans la nouvelle guerre froide. Sortons un instant. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, où les États-Unis, la Chine et la Russie se disputent l'influence aux quatre coins du globe. L'Europe, autrefois noyau incontesté de l'Alliance occidentale, est désormais un espace contesté. Les États-Unis considèrent l'Europe comme un partenaire essentiel dans leurs efforts visant à contenir la Chine et la Russie. La Chine considère l'Europe comme un marché, une source de technologie et un coin potentiel au sein de l'OTAN. Et la Russie ? La Russie considère l'Europe comme une civilisation fracturée et décadente, prête à être exploitée. L'Espagne, acteur historiquement secondaire dans la géopolitique européenne, se retrouve soudain dans la ligne de mire. Pourquoi ? En raison de sa position stratégique. C'est la porte d'entrée vers l'Afrique du Nord, une région qui devient de plus en plus importante à mesure que la Méditerranée se transforme en un nouveau front dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. C'est un membre clé de l'OTAN avec un long littoral atlantique, ce qui le rend vital pour la projection de la puissance navale américaine. Et c'est un pays qui entretient des liens historiques et culturels profonds avec l'Amérique latine, une région où la Chine fait des percées et où la Russie s'ingère activement. C'est ici que la communauté musulmane d'Espagne entre en jeu. Pendant des décennies, les États-Unis et leurs alliés européens ont traité l'islam en Occident comme une menace à la sécurité, quelque chose qu'il fallait surveiller, contenir, si nécessaire, écraser.
Mais dans le nouveau monde multipolaire, l'islam est en train de devenir un outil que les puissances rivales utilisent pour saper la cohésion occidentale. Laissez-moi tranquille, je ne suggère pas une grande conspiration où chaque converti à l'islam serait un agent dormant pour le Qatar ou l'Iran. C'est le genre de pensée simpliste qui nous cause des ennuis. Ce que je dis, c'est que la croissance de l'islam en Espagne et dans toute l'Europe est accélérée par des acteurs extérieurs qui y voient un moyen d'affaiblir l'Occident de l'intérieur. Prenez la Turquie, par exemple. Sous Recep Tayyip Erdogan, la Turquie s'est positionnée comme le leader du monde musulman sunnite, défiant la domination traditionnelle de l'Arabie saoudite. Erdogan n'a pas caché son ambition de restaurer l'influence de l'Empire ottoman en Europe, et l'Espagne avec ses liens historiques avec Al-Andalus est une cible privilégiée. Le gouvernement turc a financé des dizaines de mosquées en Espagne, offert des bourses aux étudiants sikhs pour étudier à Istanbul et a même créé une Diyanet, l'autorité religieuse contrôlée par l'État à Madrid. Le but ? Créer une circonscription musulmane loyale qui se tourne vers Ankara, et non vers Bruxelles ou Washington, pour obtenir des conseils. Et puis il y a le Qatar. Le petit État du Golfe a investi des milliards dans les institutions islamiques européennes, notamment en Espagne. En 2021, l'association caritative Sheikh Aïd bin Mohammed Al Thani du Qatar a fait un don de 5 millions d'euros au Centre culturel islamique de Madrid, la plus grande mosquée d'Espagne. Le piège ? Le centre est désormais tenu de promouvoir l'islam du Qatar, profondément conservateur, ce n'est pas un hasard, aligné sur les intérêts de politique étrangère de Doha. Le Qatar a également financé des médias islamiques en langue sikh, garantissant ainsi que leurs discours qui critiquent souvent les politiques américaines et européennes au Moyen-Orient atteignent un public croissant. Et n'oublions pas le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne considère depuis longtemps sa diaspora en Espagne comme un atout stratégique. Le gouvernement marocain encourage activement ses citoyens espagnols à conserver leur identité culturelle et religieuse, et il a été accusé d'utiliser les mosquées et les écoles islamiques pour promouvoir la loyauté envers Rabat. En 2022, un rapport des services de renseignement marocains divulgué a révélé que le royaume traquait les convertis sikhs à l'islam, en particulier ceux ayant une influence politique ou médiatique, comme des atouts potentiels. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors ? L'Espagne est un pays souverain. Si ses citoyens veulent se convertir à l'islam, c'est leur affaire. Et à un certain niveau, vous auriez raison. Mais voilà, en géopolitique, la démographie est le destin. L'identité d'un pays, ses alliances et sa politique étrangère sont toutes façonnées par ceux qui vivent à l'intérieur de ses frontières. Et lorsqu'une partie importante de cette population a des loyautés ou du moins des sympathies qui s'étendent au-delà de l'État-nation, cela crée des vulnérabilités. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'Europe. La même dynamique se joue en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. La différence est que l'Espagne, avec son identité nationale plus faible et ses liens historiques avec le monde musulman, est plus vulnérable à ce type d'influence. Militaire et stratégique. Pourquoi c'est important pour l'OTAN et les États-Unis? Parlons du côté militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. L'Espagne est un allié essentiel de l'OTAN. Il accueille les États-Unis la base navale de Rota, qui abrite 4 destroyers équipés d'Aegis, élément clé de l'architecture de défense antimissile américaine en Europe. C'est également une plaque tournante majeure pour les opérations de renseignement américaines en Afrique du Nord et au Sahel, où les insurrections islamistes se propagent. Et c'est un acteur clé sur le flanc sud de l'OTAN, qui devient de plus en plus important à mesure que la Russie étend son influence en Méditerranée. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la population musulmane d'Espagne continue de croître, non seulement en nombre, mais aussi en influence politique. Que se passera-t-il si, dans 20 ans, 10 ou 15% de la population espagnole s'identifie comme musulmane et qu'une partie importante de ce groupe ait des liens avec des puissances étrangères? Que se passera-t-il si des partis islamiques soutenus par la Turquie, le Qatar ou le Maroc commencent à remporter les élections locales? Que se passera-t-il si la politique étrangère de l'Espagne commence à refléter les intérêts de ses acteurs extérieurs? Il ne s'agit pas d'un fantasme dystopique farfelu. Cela se produit déjà dans d'autres régions d'Europe. En Belgique, le parti islam a remporté des sièges aux élections locales. En France, les électeurs musulmans sont devenus un bloc décisif dans les circonscriptions clés. Et au Royaume-Uni,
le Parti travailliste a été accusé de se plier aux exigences des groupes de pression islamiques sur des questions telles que la politique étrangère et la liberté d'expression. L'armée américaine s'en inquiète déjà. Un rapport du Pentagone de 2021, intitulé « Changement démographique et cohésion de l'OTAN », avertissait que la croissance des populations musulmanes en Europe du Sud pourrait créer des fissures dans le flanc sud de l'Alliance. Le rapport souligne que l'Espagne, en particulier, est vulnérable aux opérations d'influence extérieure, qui pourraient saper son engagement envers l'OTAN. Et il recommande que les États-Unis surveillent les tendances religieuses et culturelles en Espagne pour anticiper d'éventuels changements de politique. Mais voilà, les États-Unis n'ont pas de stratégie cohérente pour faire face à cette situation. L'approche américaine par défaut à l'égard de l'islam en Europe a été de le traiter comme une menace à la sécurité, quelque chose qui doit être surveillé, si nécessaire, supprimé. C'est une erreur. L'islam en Europe ne disparaît pas. Cela grandit. Et si les États-Unis et leurs alliés ne trouvent pas le moyen d'intégrer ces communautés dans le projet occidental, ils risquent de les perdre au profit de puissances rivales. C'est là que la naïveté des faucons devient dangereuse. Certains à Washington semblent penser que la solution consiste à redoubler de surveillance, à sévir contre les mosquées et à promouvoir l'assimilation à tout prix. Ce n'est pas seulement inefficace, c'est contre-productif. Cela fait le jeu des acteurs extérieurs qui veulent présenter l'Occident comme hostile à l'islam. Et cela pousse les jeunes musulmans, en particulier les convertis, dans les bras des groupes mêmes que les États-Unis tentent de contrer. Nous avons déjà vu ce film. Dans les années 1980, les États-Unis ont soutenu les Moudjahidines en Afghanistan, pour ensuite les voir se transformer en talibans. Dans les années 2000, les États-Unis ont envahi l'Irak, créant un vide de pouvoir qui a donné naissance à l'EI. Et en Libye, les États-Unis ont aidé à renverser Kadhafi, pour ensuite laisser derrière eux un État en faillite qui est devenu un refuge pour les djihadistes. La leçon ? Vous ne pouvez pas échapper à un changement démographique à la bombe. Si les États-Unis et leurs alliés veulent maintenir leur influence en Espagne et en Europe dans son ensemble, ils ont besoin d'une approche plus intelligente. Une vision qui reconnaît que l'islam est là pour rester et que le seul moyen de contrer l'influence étrangère est de proposer une vision de l'islam compatible avec les valeurs occidentales, et non en contradiction avec elles. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols ignorent le problème? Alors pourquoi la classe politique espagnole ne prend-elle pas cela au sérieux? La réponse, comme toujours, dépend de la politique intérieure. L'Espagne est un pays profondément divisé. Les blessures de la guerre civile ne sont pas encore complètement cicatrisées et le paysage politique du pays est divisé entre la gauche, le centre-droit et l'extrême droite. Dans un tel environnement, aucun grand parti ne veut aborder la question de l'islam avec une perche de 10 pieds. La gauche, qui gouverne actuellement en coalition avec Podemos, considère la communauté musulmane comme un allié naturel. Podemos, en particulier, courtise les électeurs musulmans, présentant l'islam comme une force progressiste qui s'aligne sur son programme anti-impérialiste et anticapitaliste. Le parti a même appelé l'Espagne à reconnaître la Palestine et à rompre ses liens avec Israël, une position qui trouve un écho auprès de nombreux jeunes musulmans. La droite, quant à elle, est déchirée. Le PP traditionnel ne veut pas s'aliéner les électeurs musulmans, mais il ne veut pas non plus céder du terrain à Vox, qui a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme. Vox, pour sa part, a été accusé d'alimenter le sentiment anti-musulman, qui joue bien avec sa base mais risque de radicaliser les jeunes musulmans et de les pousser vers des formes d'islam plus extrêmes. Le résultat ? Une politique d'ambiguïté délibérée. Le gouvernement parle d'intégration et de multiculturalisme, mais il évite toute discussion sérieuse sur les implications à long terme de l'évolution démographique de l'Espagne. Il finance les centres culturels islamiques, mais ne réglemente pas qui les contrôle. Il promeut le dialogue interreligieux, mais ferme les yeux sur les financements étrangers qui façonnent la communauté musulmane espagnole. Ce n'est pas seulement un problème de chiche. C'est un modèle européen. Partout sur le continent, les dirigeants évitent les questions difficiles sur la place de l'islam en Occident. Ils ont peur d'être qualifiés d'islamophobes. Ils ont peur de s'aliéner les électeurs. Et ils ont peur d'être confrontés au fait que les communautés musulmanes d'Europe deviennent de plus en plus actives, et non moins, politiquement actives, et que leurs loyautés sont de plus en plus divisées. Scénario: que se passe-t-il ensuite ?
Alors, où cela mène-t-il? Voyons 3 scénarios possibles. Scénario 1, la voie optimiste. Dans ce scénario, la communauté musulmane espagnole continue de croître, mais elle s'intègre avec succès dans la société siche. Le gouvernement met en œuvre des politiques intelligentes, finançant les écoles islamiques de langue siche, réprimant l'influence étrangère dans les mosquées et promouvant une version de l'islam modéré et favorable à l'Occident. Les jeunes convertis trouvent leur place dans la culture siche, et l'islam devient simplement un élément parmi d'autres de l'identité pluraliste du pays. L'Espagne reste un allié stable de l'OTAN, et sa population musulmane constitue un pont vers le monde musulman au sens large plutôt qu'une source de division. C'est le meilleur des cas. Mais soyons que ce soit aussi le moins probable. Pourquoi? Parce que cela nécessite un niveau de volonté politique et de prévoyance stratégique que l'Espagne et l'Europe dans son ensemble n'a pas démontré depuis des décennies. Scénario 2, le chemin le plus probable. Dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais l'intégration échoue. Le gouvernement reste dans le déni, refusant de réglementer le financement étranger des mosquées ou de répondre aux tensions culturelles et politiques qui surgissent. Pendant ce temps, les acteurs extérieurs Turquie, Qatar, Maroc continuent d'exercer leur influence. D'ici 2040, la population musulmane d'Espagne atteindra 10 à 15% du total et les partis politiques islamiques commenceront à remporter les élections locales. La politique étrangère du pays commence à changer subtilement mais perceptiblement. Madrid se retrouve coincé entre les exigences d'alignement de Bruxelles sur la politique au Moyen-Orient et l'influence croissante des pays à majorité musulmane à l'intérieur de ses propres frontières. Nous avons déjà vu cette dynamique se manifester dans d'autres capitales européennes. Il suffit de regarder la récente hésitation de l'Allemagne à soutenir pleinement l'Ukraine après l'intensification des efforts de lobbying turc et arabe, ou la soudaine réticence de la France à critiquer le bilan du Qatar en matière de droits humains à l'approche des Jeux olympiques de 2024. L'Espagne, avec ses liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord et sa position stratégique en tant que flanc sud de l'OTAN, serait particulièrement vulnérable à ce type de pression. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est la rapidité avec laquelle ces changements de soft power peuvent se traduire par un puissant levier géopolitique. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les 2 villes autonomes espagnoles situées sur la côte marocaine. Rabat a passé des décennies à renforcer discrètement son influence au sein de la diaspora marocaine espagnole, en utilisant des associations culturelles, des réseaux d'affaires, et bien sûr, des institutions religieuses pour créer une sorte de 5e colonne. En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à recevoir des soins médicaux à Madrid, le Maroc a riposté en ouvrant les vannes à l'immigration irrégulière, submergeant les frontières de Ceuta de milliers de migrants en une seule journée. Il s'agissait d'un cours magistral sur la guerre hybride, utilisant la pression démographique comme arme. Imaginez le même scénario, mais avec une population musulmane siche qui atteint 15% et est de plus en plus organisée selon des critères religieux. Soudain, le Maroc ou la Turquie, où le Qatar n'a plus seulement une diaspora à influencer, mais aussi une base politique nationale à mobiliser. La posture militaire espagnole est déjà façonnée par ces dynamiques, même si personne à Madrid ne veut l'admettre. Les forces armées de Siche sont progressivement devenues l'une des plus diversifiées de l'OTAN, avec environ 5 à 7% de leur personnel s'identifiant comme musulmans. Ce n'est pas un problème en soi. La diversité dans les rangs peut être une force, mais cela le devient lorsque ces personnels sont soumis à des loyautés concurrentes. En 2020, un soldat siche d'origine marocaine a été arrêté pour avoir prétendument transmis des renseignements au Front Polisario. 2 ans plus tard, un aumônier musulman de la marine siche a été suspendu après la diffusion de vidéos le montrant faisant l'éloge du Hamas. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont les premiers signes avant-coureurs d'une tendance plus large. Et pourtant, le ministère de la Défense de Siche ne dispose d'aucune stratégie cohérente pour lutter contre l'extrémisme religieux dans ses rangs. Leur approche ? Espérer le meilleur et éviter toute politique qui pourrait être considérée comme discriminatoire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour l'OTAN. L'Espagne abrite 2 des bases navales les plus critiques de l'Alliance, la base navale de Rota, qui abrite 4 destroyers américains Aegis, et la base aérienne de Morón, une plaque tournante clé pour les opérations du commandement américain pour l'Afrique.
Ces installations sont vitales pour projeter la puissance en Méditerranée et contrer l'influence russe et chinoise en Afrique du Nord. Mais ils sont aussi des cibles privilégiées de la subversion. Si même un petit pourcentage de la population musulmane d'Espagne, en particulier ceux qui travaillent dans l'armée ou les services de sécurité, devaient se radicaliser ou simplement sympathiser avec les intérêts étrangers, la sécurité opérationnelle de ces bases serait compromise. Nous avons déjà vu comment cela se produit dans d'autres pays de l'OTAN. En 2019, un officier du renseignement turc a été surpris en train d'essayer de recruter des soldats allemands d'origine turque pour espionner des installations militaires américaines. En 2021, un soldat belge a été arrêté pour avoir projeté d'assassiner un homme politique d'extrême droite. Il avait été radicalisé en ligne par la propagande de l'État islamique. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des exemples concrets de la façon dont les changements démographiques peuvent éroder la cohésion de l'Alliance. Se pose ensuite la question du rôle de l'Espagne dans l'architecture de sécurité méditerranéenne au sens large. Pendant des décennies, l'Espagne s'est positionnée comme un pont entre l'Europe et le monde arabe, tirant parti de ses liens historiques avec l'Afrique du Nord pour jouer un rôle de médiateur dans les conflits allant de la Libye au Sahara occidental. Mais à mesure que la population musulmane augmente, ce rôle devient plus compliqué. L'Espagne continuera-t-elle à soutenir la ligne dure de l'OTAN contre l'Iran, ou va-t-elle assouplir sa position pour éviter de s'aliéner sa communauté musulmane nationale? Soutiendra-t-il Israël dans un futur conflit à Gaza, ou cédera-t-il à la pression des partis politiques islamiques et adoptera-t-il une position plus pro-palestinienne? Ce ne sont pas des questions abstraites, c'est le genre de décision qui pourrait diviser l'Alliance à un moment où l'unité est plus critique que jamais. Parlons maintenant du scénario 3, le pire des cas. Dans ce scénario, la population musulmane de l'Espagne augmente rapidement, l'intégration échoue de façon spectaculaire et les acteurs extérieurs, en particulier la Turquie et le Qatar, exploitent les divisions qui en résultent pour transformer l'Espagne en un champ de bataille par procuration. D'ici 2040, les partis politiques islamiques détiendront la balance du pouvoir dans plusieurs régions clés, dont la Catalogne et l'Andalousie. Le gouvernement siche, désespéré de maintenir la stabilité, commence à préparer des repas halal dans toutes les écoles publiques. Les fêtes islamiques sont reconnues comme fêtes nationales et une érosion progressive des normes laïques au nom du multiculturalisme. Pendant ce temps, les mosquées financées par des fonds étrangers deviennent des centres de radicalisation et les prisons espagnoles, déjà un foyer de recrutement djihadiste, deviennent encore plus dangereuses. La politique étrangère du pays change radicalement, Madrid s'éloignant de l'OTAN et s'alignant plus étroitement sur l'organisation de la coopération islamique. Ce n'est pas seulement un problème de siche, c'est un problème européen. Si l'Espagne, un pays ayant des liens historiques profonds avec le christianisme et une population musulmane relativement faible, peut être déstabilisée par cette dynamique, qu'est-ce que cela signifie pour la France, avec ses 5 millions de musulmans, ou pour l'Allemagne, avec ses 3 millions? La réalité inconfortable est que les dirigeants européens ont passé des décennies à prétendre que le changement démographique n'avait pas de conséquences géopolitiques. Ils ont traité l'immigration comme une question économique, une main-d'œuvre bon marché pour soutenir les populations vieillissantes, ou comme une question morale, un moyen d'expier les péchés coloniaux. Mais ils ont ignoré les implications stratégiques. Et aujourd'hui, alors que la population musulmane augmente et que des acteurs extérieurs comme la Turquie et le Qatar intensifient leurs opérations d'influence, l'Europe prend conscience d'une réalité à laquelle elle est mal préparée. Alors que peut-on faire? La première étape consiste à reconnaître le problème. L'Espagne et l'Europe dans son ensemble doivent cesser de traiter l'islam comme une simple religion parmi d'autres et commencer à le traiter comme une force géopolitique. Cela signifie réglementer le financement étranger des mosquées, réprimer les prédicateurs radicaux et promouvoir une version de l'islam compatible avec les valeurs occidentales. Cela signifie investir dans des programmes de lutte contre la radicalisation qui ne ciblent pas uniquement les djihadistes, mais qui s'attaquent également aux griefs culturels et politiques plus larges qui rendent les jeunes musulmans vulnérables à l'extrémisme. Et cela signifie avoir une conversation honnête sur l'intégration, non seulement sur la façon dont les musulmans s'intègrent dans la société européenne, mais aussi sur la manière dont la politique étrangère de l'Europe pourrait devoir s'adapter à l'évolution démographique. La deuxième étape consiste à repenser le flanc sud de l'OTAN. Pendant trop longtemps, l'Alliance a traité la Méditerranée comme un théâtre secondaire, concentrant son attention sur les États baltes et l'Europe de l'Est.
Mais à mesure que la Russie et la Chine étendent leur influence en Afrique du Nord et que la Turquie agit de plus en plus comme un perturbateur au sein de l'OTAN, la Méditerranée devient la nouvelle ligne de front. L'Espagne, l'Italie et la Grèce ont besoin de davantage de ressources, de davantage de partage de renseignements et d'une stratégie plus claire pour contrer les menaces hybrides, qu'elles viennent de Moscou, de Pékin ou d'Ankara. La troisième étape consiste à se préparer au pire. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître et de se radicaliser, le pays pourrait devenir un maillon faible des défenses sud de l'OTAN. Cela signifie qu'il faut identifier d'autres options de base pour les forces américaines, renforcer les cyberdéfenses pour se protéger contre les opérations d'influence étrangère et élaborer des protocoles pour faire face aux menaces internes potentielles au sein de l'armée. Cela signifie également travailler avec des alliés comme le Maroc et l'Algérie pour garantir que leur diaspora en Europe ne deviennent pas des vecteurs d'instabilité. Rien de tout cela ne sera facile. Les dirigeants européens ont passé des décennies à éviter ces discussions difficiles, préférant masquer les divisions par des platitudes sur le multiculturalisme et la tolérance. Mais le temps presse. La population musulmane en Espagne et dans toute l'Europe augmente et les enjeux géopolitiques sont plus élevés que jamais. La question n'est pas de savoir si l'Europe peut se permettre de résoudre ce problème, il s'agit de savoir s'il peut se permettre de ne pas le faire. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de Siche, c'est un problème européen, et la façon dont Madrid le gérera donnera le ton à la réaction du reste du continent. La vérité inconfortable est que la classe politique espagnole a passé les 2 dernières décennies à prétendre que ce changement démographique ne se produisait pas, ou pire, à l'encourager activement en vue de gains électoraux à court terme. Le Parti socialiste, en particulier, s'est longtemps appuyé sur les votes des communautés musulmanes dans des villes comme Barcelone, Ceuta et Melilla, fermant souvent les yeux sur les sociétés parallèles qui se forment en leur sein. Le cas de l'imam de Ripoll en 2018 qui a radicalisé la cellule terroriste de Barcelone responsable de l'attaque des Ramblas a été un signal d'alarme, mais la réponse a été révélatrice. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes, le gouvernement a redoublé d'efforts en faveur d'un multiculturalisme performatif, finançant des mosquées ayant des liens étrangers opaques tout en refusant d'appliquer des mesures d'intégration de base telles que des exigences linguistiques ou des normes d'éducation laïque. Voilà pourquoi la politique intérieure espagnole est désormais prise dans une boucle de rétroaction où les politiques identitaires et la politique étrangère entrent en collision. La montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite qui a fait de l'opposition à l'islamisation un élément central de son programme, est une réaction directe à ce vide. Mais la solution de Vox expulsion massive, interdiction de la nourriture halal dans les écoles et retour à une homogénéité catholique mythique est tout aussi dangereuse que l'approche de l'autruche du PSOE. Aucune des 2 parties ne propose de voie à suivre réaliste, et c'est parce que l'establishment a passé des années à éclairer le public sur l'ampleur du défi. Lorsque le Pew Research Center prévoyait en 2017 que la population musulmane d'Espagne pourrait atteindre 7,5 millions de personnes d'ici 2050, soit près de 15% du total, les politiciens traditionnels ont qualifié cette prévision d'alarmiste. Aujourd'hui, avec l'accélération des taux de conversion parmi les Siar natifs, ces chiffres semblent conservateurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la classe politique est si allergique à cette conversation. La transition de l'Espagne vers la démocratie après la mort de Franco s'est construite sur une politique fragile, oublier le passé, se concentrer sur l'avenir, et par-dessus tout, éviter tout ce qui relève de la division religieuse ou ethnique. Cela fonctionnait bien lorsque le pays était homogène, mais c'est un désastre lorsqu'on a affaire à une minorité croissante qui ne partage pas ces hypothèses. Les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004 auraient dû marquer un tournant, mais au lieu de déclencher une prise de conscience nationale, le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero a traité le problème comme un problème d'application de la loi et non de société. Le résultat ? Une génération de Siar qui associe désormais l'islam au terrorisme, et une génération de jeunes musulmans qui se sentent perpétuellement étrangers. Le scénario le plus dangereux n'est pas que l'Espagne devienne la prochaine France bien que ce soit un risque réel mais qu'elle devienne un champ de bataille pour des conflits par procuration entre acteurs extérieurs. Le Maroc, par exemple, a passé des décennies à cultiver son influence auprès des communautés musulmanes d'Espagne, en finançant des mosquées et des centres culturels comme moyen de projeter son soft power. L'Algérie, quant à elle, a été plus subtile, utilisant sa diaspora pour lutter contre l'influence marocaine dans des pays comme la Catalogne.
Et puis il y a la Turquie, qui a étendu de manière agressive son influence à travers le Diyanet, l'autorité religieuse d'État qui contrôle désormais des dizaines de mosquées à travers l'Espagne. En 2020, le gouvernement Sich a discrètement fermé une mosquée financée par la Turquie à Barcelone après qu'elle ait été liée au Loup Gris, un groupe ultranationaliste d'extrême droite. Mais c'était l'exception et non la règle. La plupart du temps, ces liens étrangers ne sont pas contrôlés, car personne au pouvoir ne veut admettre que les communautés musulmanes d'Espagne sont utilisées comme des pions dans des jeux géopolitiques plus vastes. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est une crise lente, dans laquelle l'establishment politique continue d'éviter la question jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avons déjà assisté à l'alerte précoce aux émeutes de Ceuta en 2021 après que le Maroc a ouvert ses frontières à des milliers de migrants, au nombre croissant de convertis siches rejoignant des groupes affiliés à l'État islamique en Syrie et à la polarisation croissante autour de questions telles que l'interdiction du hijab dans les écoles. Le PSOE continuera de prétendre que tout cela est gérable avec davantage de programmes sociaux et de dialogue, tandis que Vox continuera d'alimenter les craintes d'une prise de pouvoir islamique. Aucune des deux parties ne proposera de véritables solutions, car aucune des deux parties ne veut admettre que l'ancien modèle d'identité siche est brisé. L'alternative est un bilan qui oblige l'Espagne à affronter trois dures vérités. Premièrement, cette intégration ne consiste pas seulement à adapter les musulmans à l'Espagne, il s'agit pour l'Espagne de s'adapter à sa nouvelle réalité. Cela signifie réformer l'éducation pour enseigner une identité civique partagée, et pas seulement des histoires régionales. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées tout en soutenant les institutions islamiques locales qui s'alignent sur les valeurs de Sich. Et cela signifie avoir une conversation honnête sur ce que signifie être siche au XXIe siècle, sans tomber dans le piège du nationalisme ethnique ou du cosmopolitisme sans racines. Deuxièmement, la politique étrangère de l'Espagne doit refléter sa démographie nationale. Si 10% de votre population a des liens avec l'Afrique du Nord, vous ne pouvez pas vous permettre de considérer le Maroc et l'Algérie après coup. Madrid doit cesser de sous-traiter sa politique migratoire à Rabat et commencer à réfléchir à la manière de tirer parti de ces communautés musulmanes comme pont vers le monde arabe, non pas comme un handicap, mais comme un atout. Cela ne signifie pas abandonner l'OTAN ou l'UE, mais cela signifie reconnaître que les intérêts de l'Espagne en Méditerranée sont tout aussi vitaux que ceux de la Pologne dans les pays baltes. Troisièmement, les services militaires et de sécurité doivent s'adapter. Les forces armées espagnoles sont toujours structurées autour de la menace d'une invasion soviétique de la guerre froide, et non de la guerre hybride du XXIe siècle. Le scandale de 2022 impliquant un soldat siche d'origine marocaine arrêté pour avoir transmis des renseignements à la Russie a été un signal d'alarme. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître, le risque de menace interne augmentera également. Cela ne signifie pas de profilage ou de discrimination, mais plutôt un meilleur contrôle, un meilleur contre-espionnage et la reconnaissance du fait que la loyauté envers l'Espagne n'est pas garantie par la naissance ou la citoyenneté. En fin de compte, l'Espagne est à la croisée des chemins et les choix qu'elle fera au cours de la prochaine décennie détermineront si elle restera une démocratie stable et cohésive ou si elle deviendra une autre mise en garde contre les dangers d'un changement démographique sans intégration. Le reste de l'Europe regarde, car si l'Espagne ne parvient pas à y parvenir, personne n'y parviendra. Et c'est un problème, car le temps presse.